Merci d'être revenu. On va commencer la prochaine session avec 1 minute de retard, mais ça va être très bien. Donc merci à tous d'être revenus. On va commencer la prochaine session. On va avoir Louis, Xavier et Jean-Louis qui vont nous parler de vendre, informer, voyager, une expérience TGV toujours fluide grâce à l'hypervision. Alors merci de les accueillir sur scène avec un tonnerre d'applaudissements. Garantir une expérience fluide est un enjeu majeur pour la SNCF. Vendre, informer, voyager, chaque étape est surveillée et analysée. Grâce à Datadog, nous passons d'une supervision applicative à une vision transverse, orientée qualité de service. Et c'est ce qu'on appelle l'hypervision. Nous travaillons au quotidien à développer ces hypervisions au service du run, des métiers et de la performance client. Nous sommes le 26 juillet 2024, il est 5 h du matin. Le directeur national du système d'information du groupe SNCF déclenche l'astreinte. Messieurs, mesdames, nous avons été attaqués. Oui, la journée va être longue, buvez un café et connectez-vous dès que possible. 3 incendies vont impacter 800 000 voyageurs en France le jour de la cérémonie d'ouverture et le week-end qui va s'en suivre. Nous avons préparé les Jeux Olympiques pendant de nombreux mois, nous étions prêts, et j'ai le plaisir, avec Jean-Louis de vous présenter notre démarche d'hypervision qui a permis de sécuriser cet événement majeur pour le groupe SNCF, qui s'appelle donc les Jeux Olympiques 2024 à Paris. Jean-Louis, je te laisse la parole. Merci Xavier. Bonjour à tous. Donc moi je suis Jean-Louis, je suis Head of Product sur la plateforme Tech de SNCF Connect on Tech, dont l'objectif est de permettre à nos équipes de construire et d'opérer leurs applications en production en partant de l'usine logicielle jusqu'à l'observabilité. Alors, SNCF Connect on Tech, c'est une filiale qui appartient donc au groupe SNCF, et qui est rattachée plus particulièrement à la branche voyageurs. Donc on est une des filiales numériques du groupe. SNCF Connect on Tech, c'est surtout la tech compagnie française référente des mobilités durables, donc avec 3 activités. Une activité d'agence de voyage, une activité d'éditeur de solutions de mobilité et une activité de services numériques. Donc en fait, avec ces 3 activités, on va accomplir 2 propositions de valeur portées par 2 marques. Donc la première que vous connaissez mieux, qui est SNCF Connect, et la deuxième qui est Tesmo, donc pour des technologies au service des mobilités. Grâce à ces 2 marques, ça nous permet d'adresser tous nos clients, depuis le voyageur jusqu'aux organismes gouvernementaux, régionaux, et de permettre à tout le monde de bénéficier de notre principale ambition qui est d'innover pour rendre les mobilités durables accessibles à tous. En quelques chiffres, SNCF Connect, qui est la plus connue parce qu'on a à peu près 20 millions d'utilisateurs. En 2024, on a vendu 226 millions de billets pour à peu près 1,5 milliard de visites sur le site et sur l'app. Alors, en données quotidiennes, il y en a qui préfèrent, ça représente à peu près 600 000 billets vendus par jour pour 4 millions de visites. Avec Tesmo, c'est une entité tech qui représente à peu près 90 projets, 90 équipes. On va à la fois réaliser les services de middleware de distribution, mais ça va aller jusqu'à l'info voyageur en passant par tous les différents sites institutionnels et d'applications de distribution d'infos, etc. C'est à peu près 1300 collaborateurs, dont 2 tiers sont des experts tech. Alors je profite d'être ici à cet événement Datadog pour vous raconter un petit peu notre cheminement avec cette solution. Il faut savoir qu'on partait historiquement d'un monde où nos ops et nos supports utilisaient principalement des solutions de supervision technique et fonctionnelle assez solides, mais qui s'appuyaient du coup sur des logs extrêmement verbeuses. On était dans un monde DevOps un petit peu cloisonné. Et du coup, en 2020,
sont arrivés plusieurs événements majeurs chez nous. Le premier étant d'opérer une grande migration dans le cloud. C'est une décision stratégique que nous avions prise à cette époque-là. On a décidé de migrer en full AWS, avec une belle deadline, pas du tout stressante, puisque l'idée était de libérer les data centers historiques sur lesquels nous étions. Et en plus de ça, on a eu aussi des ambitions stratégiques de refonte de nos middleware de distribution. Donc Xavier, ici présent, était le fer de lance. Et bien sûr, finalement, un petit peu sur son besoin, ça nous a amené à retravailler la façon dont on faisait l'observabilité chez nous. Comme j'ai dit, on était principalement orienté sur des logs et des métriques, ce qui a permis aussi de développer énormément les compétences. On avait des ops et des équipes support super fortes là-dessus. Mais par contre, si vous connaissez un petit peu les 3 piliers de l'observabilité, il en manquait un qu'on n'utilisait pas du tout, qui était le tracing, l'APM. Et par rapport à cette absence d'APM, évidemment, nous on avait tendance un petit peu à muscler nos logs. Et pour la petite anecdote, quand on a commencé à verser nos logs dans Datadog, on est arrivé assez rapidement à la limite technique qui était de 1 méga par ligne de log. Et ça a été l'opportunité pour nous, avec l'accompagnement des Technical Enablement Managers de Datadog, de se demander si c'était bien normal de balancer l'équivalent d'une œuvre shakespearienne dans une ligne de log. Donc évidemment, grâce à ça, on a pu repenser un petit peu toute notre stratégie et puis s'orienter vers une observabilité plus à l'état de l'art, pour passer finalement du non-knowns à la phase de unknown unknowns. Donc pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec la matrice de Rumsfeld, ça veut dire de passer d'une observabilité basée sur des métriques connues, sur lesquelles on fixe des seuils d'alerting connus, à l'utilisation d'une observabilité beaucoup plus exploratoire, basée sur des données non structurées, comme les logs bien sûr, un petit peu toujours, mais surtout en s'appuyant sur les traces. Alors, il était question pour nous à ce moment-là de se demander quelle était la meilleure solution. Évidemment, on avait des solutions historiques, open source, on avait même quelques éditeurs de pointe à l'époque. Et du coup, par rapport à tout ça, il a fallu se reposer la question de nos vrais besoins. Et en particulier, de se mettre à la place de nos utilisateurs. Donc c'est pour ça que nous, on a créé toute une cellule produit du côté de la plateforme tech, pour se soucier sur la valeur la plus précieuse. Et donc au milieu de tout le contexte que je vous ai déjà cité, il fallait également qu'on puisse traiter à quoi sont confrontés quelque part nos ops ou nos supports quand ils sont réveillés d'astreinte, c'est-à-dire être appelés dans un vide intersidéral à 2 heures du matin avec la moitié d'un œil levé pour réussir à identifier quelle est la source d'un incident. En plus sur des SI qui se densifient de plus en plus en termes déjà d'architecture, mais aussi qui passent sur des hébergements toujours plus multi-clouders, multi-infra, multi-fournisseurs, donc un gros défi. Pour ce faire, on a donc mis à profit les méthodologies de product management appliquées au platform engineering, c'est-à-dire se relancer dans un discovery, donc c'est-à-dire une phase de user research, sonder l'ensemble de nos personas, donc les ops, les devs, les équipes support, pour identifier vraiment les bons problèmes, ceux qu'on cherche à résoudre, ceux qui apportent de la valeur, et réussir à fixer des OKR clairs, donc les OKR des objectifs, pour aller chercher une observabilité qui apporte réellement de la valeur au quotidien. Ce qu'on a appris de cette phase de research, c'est que du coup, nos enjeux étaient d'avoir évidemment une observabilité à l'état de l'art, d'avoir une solution qui allait nous permettre de favoriser l'adoption, notamment à travers l'hypervision, de garantir la performance des opérations toujours, et puis bien sûr de rester également frugal dans l'approche, éviter de multiplier les outils, les solutions, parce qu'on a évidemment, nous, d'un point de vue Plan4 Tech, des enjeux d'avoir des services tech toujours au plus juste en termes de coûts. En un mot, du coup, l'idée, c'était de réussir à trouver la solution qui allait nous permettre de passer à l'Observability as a Service.
Et c'est donc avec Datadog que ça a matché. On a étudié plusieurs solutions, bien sûr. Ce qui nous a particulièrement plu, c'est la dimension plateforme complète, avec la grande facilité d'intégration que ça nous apportait. Nos équipes avaient l'habitude de passer plusieurs semaines à intégrer leurs projets. Et puis, évidemment, une ergonomie très intuitive, en particulier pour des profils tech, des temps d'analyse réduits. On a pu passer de 15 assets d'observabilité à un seul. On a pu optimiser nos infras. Et grâce à la modularité des features dans Datadog, on a pu réussir à faire le perfect fit sur l'ensemble de nos applications, avec du coup des usages au plus juste de leurs besoins. Et puis, on est dans un contexte très technologique. Ce qui a été hyper important pour nous aussi, c'est de garder l'humain au centre. Et avec Datadog, on a trouvé un partenaire dont on a parfaitement matché en termes de culture, avec de l'écoute, de l'authenticité, de la transparence. Ça a l'air un peu gnangnan ce que je vous dis, mais quand on est confronté régulièrement avec des fournisseurs qui ne cherchent qu'à vous coloniser, je peux vous dire que de bénéficier d'un partenaire qui respecte votre stratégie, votre vision et le rythme auquel vous voulez aller, c'est vraiment hyper appréciable. Voilà pour ça. Maintenant que j'ai posé le cadre, on va passer au vif du sujet et je donne la parole à Louis. Merci Jean-Louis. Donc, on va revenir en 2020. À l'époque, notre SI est fragmenté. Ça veut dire que l'ensemble des applications qui forment nos chaînes de services sont chez les différents hébergeurs. Alors, il faut que je vous explique déjà ce que c'est qu'une chaîne de service pour nous. Une chaîne de service, c'est un ensemble de fonctionnalités métiers cohérentes pour un utilisateur. Donc, par exemple, on va parler de chaîne de service de la distribution, qui va avoir des fonctions, acheter un billet de train, échanger un billet de train, annuler un billet de train. On va parler de chaîne de service de l'information voyageur, où là, les fonctions, ça va être les différents types d'informations voyageurs. Retard, perturbation, bagages oubliés. Une chaîne de service, elle va s'appuyer sur un ensemble d'applications qui doivent fonctionner tout ensemble pour rendre ce service. Chaque application a un rôle à jouer dans la chaîne. Si une application a un problème, elle va impacter plus ou moins le service rendu. Donc à l'époque, notre SI est fragmenté. Ça veut dire que nos applications qui doivent fonctionner ensemble sont chez différents hébergeurs. Les hébergeurs ont leur propre SLA, ont leur propre outil de supervision, ont leur propre équipe de gestion d'incidents, ont leur propre outil d'alerting. Tout ça fait qu'on a des difficultés opérationnelles. Par exemple, quand un incident survient au niveau d'une application, comprendre son impact final sur le client, sur le service, c'est quelque chose de compliqué. Donc communiquer avec les équipes métiers de cet impact, c'est quelque chose de compliqué. Et inversement, quand un incident est détecté au niveau d'un service, donc soit d'un support client, d'un support utilisateur, d'agent, etc., trouver la route cause, descendre cette chaîne-là avec des appels successifs à l'ensemble des hébergeurs est quelque chose de compliqué. Et en 2020, comme l'a dit Jean-Louis, on a un ensemble d'enjeux stratégiques qui arrivent. Jean-Louis en a cité deux. On avait les Jeux Olympiques. Donc les Jeux Olympiques 2024, la SNCF sera fortement en visibilité, d'ailleurs on l'a vu, sera fortement en visibilité pendant les Jeux Olympiques. Elle a un rôle à jouer dans la réussite des JO en déplaçant des milliers de supporters sur les différents sites. Deuxième enjeu stratégique, on lance une refonte majeure, importante de notre SI de distribution. Xavier, tu nous expliques ce chantier ? Avec plaisir. Pour comprendre la mission qui m'a été proposée en 2020, il faut remettre un peu de contexte. Nous sommes en pleine crise Covid. La SNCF est en crise financière, donc parce que les trains sont arrêtés pour la plupart du temps pour en faire mesure des confinements. Et en plus de cela, à chaque fois qu'Emmanuel Macron annonce confinement, tous les trains on les ferme. Après-vente, notre SI s'est écroulé une ou deux fois parce qu'on n'est pas habitué à fermer tous les trains à la vente, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc d'un point de vue budget, plus grand chose qu'on peut faire d'un point de vue évolution du SI, sauf un projet stratégique, la refonte de l'inventaire TGV. L'inventaire TGV à l'époque avait 30 ans d'âge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'était 30 ans niveau informatique. Pas d'API, pas d'observabilité, un énorme monolithe dans un lointain data center, on va dire, qui a été créé à une époque où il y avait encore l'URSS, on va dire. Et tout le SI avait été construit autour de lui.
Tout le SI, ça veut dire les applications, les processus, le vocabulaire, les habitudes, tout. Les gares étaient branchées directement sur ce système-là pour distribuer les ventes, d'ailleurs. Alors l'inventaire, c'est quoi? C'est un système qui assemble le plan de transport, première chaîne de service, donc tous les TGV de France, 800 trains par jour. On applique à cela toute la notion de gamme tarifaire. Je pense qu'il y a des gens dans la salle qui vont me dire en question « je ne comprends rien à la gamme tarifaire TGV ». Ben, je répondrai « mais vous savez, il faut un tarif pour le cheminot, il faut un tarif pour la femme du militaire, il faut un tarif pour le policier, il faut un tarif pour le sénateur, il faut un tarif pour plein de gens ». Bref, on a plus de 1000 tarifs différents, donc oui, c'est assez complexe à reconstruire après 30 ans. Et le tout, on assemble cela et on distribue ces offres à travers des dizaines de canaux de distribution en ligne ou en gare, des agences de voyage, des bornes en libre service, etc. J'étais le seul à postuler à la mission qui était la suivante. Mon cher, il faut que tu actives tout ça avant les Jeux Olympiques. Et je me suis dit, comment piloter un projet qui aura un tel impact? 30 applications qui vont être impactées, plus de 300 000 clients mensuels, non, 300 000 clients journaliers sur TGV, donc on est à 9 millions de voyageurs dans les trains. Et j'ai appelé justement Louis et Jean-Louis pour dire, écoutez, j'ai besoin de votre aide, comment vous pouvez m'aider pour pouvoir suivre ce grand projet de transformation? Et c'est ainsi que débute l'aventure de l'hypervision. On engage un chantier ambitieux pour reprendre la maîtrise sur nos chaînes de services et sur la qualité des services rendus. Première étape, on remet l'utilisateur au centre. Qui sont les utilisateurs de nos services? Qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce qui est important pour eux? Qu'est-ce qui est critique? On fait du discovery produit pour répondre à ces questions. Deuxième étape, on casse les silos. Chaque application qui intervient dans une chaîne doit pouvoir rendre accessible son état de santé. Ses signaux faibles, ces alertes, qu'elles soient basées sur que ces alertes, qu'elles soient techniques, fonctionnelles ou métiers. Ces alertes, on les vulgarise, on les traduit. On essaie de transformer ces alertes techniques et fonctionnelles en un impact sur l'utilisateur. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il est en train de ressentir? Quelle fonction ne peut plus être rendue? À quel niveau? Est-ce qu'elle est critique? Donc on transforme toutes ces alertes et on passe d'un monitoring technique à une hypervision orienté service et orienté utilisateur. Mais concrètement, Xavier, comment on met ça en place? Alors, c'est notre petite recette de cuisine pour construire une hypervision. Je vais reprendre mon cas de tout à l'heure. On change d'inventaire, mais ça veut dire quoi l'impact pour le client? La première question qu'on se pose, c'est quelles sont les chaînes de services qui permettent de proposer de la valeur aux clients finaux. Je vais prendre la chaîne de distribution, donc une des 4 chaînes de valeur que vous avez vues dans le schéma d'avant. Quand vous achetez un billet de train, vous faites plusieurs actions. D'abord, un devis. Est-ce que le prix du train va être intéressant pour moi par rapport à mon use case? Ensuite, s'il est intéressant, vous allez le réserver, vous allez le payer, puis ensuite vous allez consulter le dossier voyage. Puis ensuite, va s'écouler plusieurs jours, vous allez monter dans le train, vous allez passer un portique, ou peut-être avant ça, vous allez vouloir annuler votre réservation ou l'échanger. On a catégorisé service par service quelles étaient les applications qui allaient permettre de rendre la valeur au client. Première étape, donc, qui intervient dans cette chaîne de valeur. Ensuite, qui sont les utilisateurs finaux? Louis l'a très bien dit, chaîne de distribution, on parle donc de dizaines, de 2 à 3 dizaines de millions de clients qui achètent du TGV tous les ans, avec plein de profils différents. Donc on remet la vision utilisateur au cœur de notre démarche d'observabilité et d'hypervision. Et enfin, quand on met en place un outil, qui va l'utiliser? Moi, j'avais la contrainte, il fallait que l'outil soit utilisé par des technophiles, Ops, Dev, mais aussi par des membres du CODIR, par des personnes de support, par des personnes qui vont suivre étape après étape mon projet de transformation majeure. À droite, on a travaillé sur 3 couches d'hypervision, donc couche technique, couche applicative, couche métier. Je vais mettre en avant cette dernière couche, la couche métier, c'est quoi? C'est traduire justement les parcours clients. C'est comment j'arrive à suivre la qualité de service d'un devis, d'une réservation, etc. Et je vais vous en montrer quelques exemples. Là, ce que vous voyez, c'est des capteurs d'écran d'un dashboard qu'on a donc mis en place pour suivre l'activation. On a des moniteurs globaux qui donnent en un coup d'œil, vert, jaune, orange, rouge, la qualité de service in fine du devis, de l'impression de ces voyages, consultations, etc.
Vous avez à droite la notion de SLO, donc on a des objectifs de qualité de service, on arrive à les suivre d'une seule fenêtre. Ensuite, on a catégorisé l'ensemble de nos parcours clients avec 3 grosses métriques qui sont le taux d'erreur fonctionnel, donc le taux d'erreur perçu par les canaux de vente branchés à notre inventaire, les taux d'erreur technique, qui est notre petite tambouille interne, on va dire, et le taux d'appel moyen. Et vous voyez à droite également une liste de moniteurs beaucoup plus conséquent parce qu'on rentre un peu plus dans le détail dans cette page-là. Et enfin, on retrouve des pages de ce type-là où on retrouve cette notion de parcours client, donc les mêmes parcours clients que la page d'avant, où vous voyez, en plus des indicateurs que vous avez vus auparavant, la notion de temps de réponse, parce qu'on suit cet aspect-là. Revenons donc à cette histoire d'activation. On a activé l'inventaire TGV en plusieurs étapes. On a commencé en... ça passe vite le temps. En septembre 2023, donc il y a 2 ans, on changeait le système de mise en vente. Donc on a commencé à vendre les billets des trains qui circulaient en janvier 2024. Ensuite, nous avons ouvert à la vente en mars 2024 tous les trains TGV pour les Jeux Olympiques. Grosse étape, ça a été un moment de grand stress pour nous parce qu'on a remplacé cet inventaire-là et on devait s'assurer qu'on était capable de vendre un volume de billets assez conséquent pour les Jeux Olympiques. Et arrive cette fameuse journée dans un SI complètement transformé par ce nouvel inventaire où le matin, on nous informe que il va y avoir pas mal de casses parce que 3 incendies, 3 axes sur 4 de la grande vitesse fermés à la vente. Et donc on m'appelle, ainsi que d'autres personnes de notre entreprise. Pour l'instant, tous les voyants sont verts. Ce que vous allez voir, c'est les événements heure après heure, on va dire, et comment ça a été vécu niveau hypervision. Je ne peux pas vous montrer les dashboards parce qu'il y a des données confidentielles dessus, mais c'est une retranscription de ce qu'on a pu suivre étape après étape grâce à l'hypervision et à cette démarche de qualité de service. La première chose que la SNCF a faite le matin même, c'est de fermer les trains à la vente. C'est-à-dire, sur les 800 trains qui vont circuler aujourd'hui, 600 ne circuleront pas. C'est ça le message. Donc, gros impact sur le SI qui commence à surchauffer au niveau de la chaîne plan de transport. Derrière, décision de la salle de crise, il faut que les personnes impactées puissent annuler gratuitement leurs billets. Ça veut dire qu'on va appliquer ce qu'on appelle un bypass tarifaire. C'est un acte qu'on fait sur l'inventaire. Jusqu'ici, tout va bien au niveau de l'inventaire, ça commence à être un peu au jaune, mais l'asset assez lointain qui est dans les centres opérationnels commence à bagoter, il passe au rouge, et on se reçoit des vagues de fermeture de trains. Parce que c'est pas j'appuie sur un bouton et tous les trains sont fermés à la vente, c'est plutôt on regarde qu'est-ce qui peut circuler, et c'est un à un que les trains vont être fermés à la vente. Et au fur et à mesure que cette action est faite, il y a une file d'attente qui se crée, et on a un voyant déjà rouge qui apparaît. Mais nous, notre inventaire, il est au jaune, on tient la charge. Et puis arrivent les premiers JT, les premières notifications sur vos smartphones, 7 h du matin, fort volume d'annulation des clients. Et au même moment, l'engorgement qui était côté chaîne plan de transport, ça se résout et donc on a un énorme flux qui arrive au niveau de l'inventaire. Et là, on passe à l'orange, on arrive encore à gérer, mais avec des forts pics de latence, et on a vraiment été sous stress à ce moment-là. Être pris en étau entre d'un côté beaucoup d'annulations, donc 800 000 passagers, d'un côté, et de l'autre côté, donc ces trains qu'on continue à fermer à la vente. On a tenu. Personne n'a vu cela d'un point de vue clients finaux. Et cette journée qui restera gravée dans nos mémoires, on a été récompensé pour cela en interne. Vous voyez la petite médaille sur la droite. On est plutôt fiers d'avoir réussi cela, mais il n'y a pas eu que l'inventaire qui a été concerné par les Jeux Olympiques. Louis et son équipe a également mis d'autres hypervisions pour sécuriser l'événement. Et Jean-Louis et Louis, je vous laisse prendre la suite. Merci Xavier. Pardon. C'est moi, pardon. Je me disais bien que j'avais un dernier truc à vous dire. J'ai bien sûr quelques exemples à vous montrer en capture d'écran. Je ne vais pas être trop dans le détail par rapport à cette journée d'ouverture des Jeux Olympiques. Le graphe qui est en haut, qui est en rouge, c'est pour vous montrer que normalement c'est un graphe qui est toujours plat, et c'est le volume de fermeture de train à la vente. Et
En preuve, vous voyez, entre midi et 14h, il n'y a plus aucune fermeture de train à la vente. C'est le moment où l'inventaire a arrêté d'accepter ces volumes d'A. On a dit non, vous arrêtez de fermer les trains à la vente quelques moments, à 2 heures, pour nous laisser reprendre notre souffle. Pourquoi? Vous voyez en dessous le flux de remboursement et d'échange, TGV, avec donc 2 fois plus de volume d'appels par rapport à J-7. Donc vous voyez, la ligne bleue, c'est le jour de la cérémonie d'ouverture, et en dessous, en gris foncé, le J-7. Et à droite, les latences qu'on avait donc sur les vagues de fermeture à la vente, où on a eu donc des gros pics sur le remboursement, qui était en fait en route cause donc le volume important sur les fermetures de train. Voilà, pardon pour le petit loupé. Je te passe la parole. Merci Xavier. Louis. Alors moi je vais vous présenter une autre approche de l'hypervision qui a aussi été mise en place dans le cadre des Jeux Olympiques. Donc c'est une hypervision basée sur les alertes. Alors pourquoi les alertes? Parce que comme vous voyez, j'ai une chaîne applicative qui est sur plusieurs hébergeurs. Et à l'époque, le seul moyen de récupérer l'état de santé de chacune de ces applications, c'était de se baser justement sur les alertes. Donc les alertes de toutes ces applications étaient collectées, sont toujours collectées d'ailleurs, dans un concentrateur d'alerte. Et dans Datadog, on crée des moniteurs. On a créé des moniteurs qui représentent l'état de santé de chacune de ces alertes. Ensuite, grâce au moniteur composite de Datadog, donc la capacité à créer des moniteurs en se basant sur d'autres moniteurs, on a pu créer des indicateurs de plus haut niveau, l'état de santé des applications et l'état de santé de la chaîne de service en elle-même. Donc ça, c'est la chaîne IV, c'est le dashboard de la chaîne IV. Il a été construit pour une équipe absolument pas opérationnelle, au sens sachante de cette chaîne-là et qui va regarder dans les traces, dans les logs, etc. C'est une équipe transverse qui est là pour faire de la gestion d'incidents. Son rôle, c'est, quand un incident a lieu, de vérifier si cet incident est réellement critique, de déclencher les bonnes confs de gestion d'incident, à la fois technique et métier, de coordonner cette gestion d'incident, de faire les bonnes communications, de permettre les bonnes prises de décision. Et donc cette équipe, pour fonctionner, elle a besoin d'un certain nombre d'informations. Au premier niveau, elle a, je vous parlais des fonctions tout à l'heure, elle a les fonctions, l'état de santé des fonctions de l'IV. Donc on voit les différents types d'informations voyageurs. Au deuxième niveau, elle a la chaîne applicative avec l'état de santé de chacun des composants. Ensuite, elle a une zone de messages. On traduit les alertes techniques qui remontent. On va les traduire en impact pour leur permettre de pouvoir communiquer rapidement et facilement l'impact. Et en dessous, on a d'autres indicateurs, d'autres indicateurs d'état de santé donc spécifiques à cette chaîne IV. Les canaux de diffusion, est-ce qu'ils sont opérationnels ou non? La qualité du ciblage, est-ce que mes données sont suffisamment à jour par rapport au ciblage pour pouvoir envoyer les messages aux bonnes personnes? Et j'ai une autre information, donc chaîne automatique, semi-automatique, chaîne manuelle. On a 2 moyens de générer de l'information voyageur, en automatique et en manuel. Et ça, c'est important, parce que maintenant, je vais vous montrer le même dashboard en situation d'incident. On a une alerte qui a popé sur l'application, j'ai appelé l'application I. Donc, instantanément, l'équipe en charge de la gestion d'incidents transverse, elle va regarder ce qui se passe au niveau elle va voir dans le dashboard ce problème. Elle va voir tout de suite qu'on a 3 types d'IV qui sont impactés. Elle va voir le message en dessous. Donc, première chose qu'elle va faire, elle va appeler l'hébergeur 2 et puis elle va lui dire qu'est-ce qui se passe au niveau de ton application, est-ce qu'il y a vraiment un problème? L'hébergeur va confirmer le problème. Et à ce moment-là, l'équipe de gestion d'incident va déclencher la conf de gestion d'incident d'un côté et la conf métier. Et dans la conf métier, elle va pouvoir partager tout de suite, voilà l'impact. Ces types d'IV-là ne fonctionnent plus. J'ai en plus un message qui me le clarifie. Diffusion de l'information voyageur en temps réel peut être interrompue. C'est de sévérité critique, etc. Et dernière information importante, elle va pouvoir partager qu'on a la chaîne automatique qui est cassée. Donc, la chaîne automatique, c'est celle qui part de l'application A. Et à ce moment-là, dans la conf de crise, ils vont pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Ils vont pouvoir réagir rapidement. Ils vont pouvoir demander aux agents qui déclenchent ces IV depuis le composant A de passer sur la chaîne manuelle. Donc ils vont aller sur le composant G, et là ils vont pouvoir continuer à produire de l'information. C'est un mode dégradé, c'est-à-dire qu'on produira peut-être moins facilement, moins rapidement, mais on va continuer à envoyer de l'information voyageur aux passagers, aux clients. Deuxième action, on voit que les agents de bord, ils vont plus recevoir les informations qui sont train supprimé, etc. Parce qu'eux ne sont pas alimentés par la chaîne manuelle. Donc on va joindre les agents de bord. On va leur dire, attention,
tu vas plus recevoir les informations voyageurs. Donc tu vas être en décalage par rapport à tes clients, tes usagers à bord du train. Et ça, c'est très important parce que l'agent doit savoir si lui, il n'a pas d'informations et que les gens ont des informations, est-ce que c'est normal ou pas. Donc en faisant tout ça, on repositionne, on prévient les personnes, on prévient les agents, on repositionne les agents qui déclenchent les IV. Et donc tout le monde peut continuer à produire le service de manière la plus sereine possible et réduire l'impact pour les utilisateurs finaux. Donc les utilisateurs continuent à recevoir un certain nombre d'informations aux voyageurs. Je me dépêche parce qu'on est presque plus de temps. Aujourd'hui, on continue à faire évoluer nos hypervisions. On passe d'une approche où on avait un dashboard par chaîne de service à un cockpit de gestion d'incidents où on va retrouver l'ensemble des chaînes de service en incident avec toujours les mêmes niveaux d'information. Quel est mon niveau d'impact en haut? Quelles sont les fonctions impactées? Ma chaîne de service, mes chaînes de service en dessous pour pouvoir identifier les maillons qui sont communs à plusieurs chaînes en incident. Et ça, c'est notre nouveau cockpit de gestion d'incidents qu'on est en train de développer et qui est parti pour la première fois en production ce matin. Jean-Louis, je te passe la parole. Pour ne pas faillir à notre réputation, on est donc à l'heure. Du coup, pour conclure, l'idée c'était de retenir simplement que grâce à notre projet d'hypervision, on a pu aligner nos différentes équipes sur toutes les échelles de métier et réussir du coup à avoir un impact opérationnel auprès des voyageurs grâce à la maîtrise des chaînes de service de bout en bout avec du multi-fournisseur, ce qui évidemment est une grosse contrainte chez nous, et puis quelque part de faire progresser la SNCF en termes de résilience de son SI et d'être beaucoup plus agile au quotidien auprès de chacun des voyageurs et d'être du coup beaucoup plus orienté sur le client et moins se soucier sur les dimensions techniques. Alors l'histoire ne s'arrêtera pas là puisque du coup avec l'avènement de l'intelligence artificielle, la question pour nous va être de savoir jusqu'où on va aller en termes d'implémentation sur le produit et sans doute de se rapprocher d'une frontière entre le maintien à jour de nos cartographies applicatives avec notre connaissance et de faire confiance à une intelligence artificielle couplée avec de l'APM pour réussir à générer automatiquement ces cartographies et de nous détecter automatiquement et directement les impacts utilisateurs. Merci beaucoup. Merci. On a quelques minutes pour des questions avant de passer à la prochaine présentation. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Alors peut-être une première question. Hop. Non. Moi j'avais une question plutôt... Ça veut dire quoi fermer un train en fait exactement? Qu'est-ce qui prend autant de charge pour lorsqu'un train est déclaré fermé? Alors, quand on ferme un train, il y a deux possibilités. Soit on le ferme à la vente, il va quand même circuler avec les clients dedans. Ça peut être intéressant, c'est très complexe le train, donc je vais essayer de simplifier. Si tu prends un Paris-Toulouse, non plutôt un Toulouse-Paris, à Bordeaux, tu as un autre train qui va se coller, ce qu'on appelle un train jumeau, et tu peux avoir un cas où le train qui vient de Toulouse est en retard, et tu vas plutôt dire je ferme un des deux trains à la vente pour éviter que trop de clients vont arriver en retard, donc on va les mettre dans le train qui va arriver à l'heure, donc tu as tout un changement opérationnel dessus à l'échelle du train. Et tu as ce qu'on a vécu au JO qui est de dire le train ne circule pas, donc là on le ferme à la circulation. Et d'ailleurs ça génère un impact important au niveau du SI, ça veut dire que tout ce qui est vente ne sont plus possibles dessus. Tout ce qui a été déjà vendu, les clients sont ce qu'on appelle en conflit. Et donc, il faut soit leur proposer d'annuler leurs billets, soit de les replacer dans des trains qui vont quand même circuler. Donc, la fermeture à la vente, c'est un truc qu'on n'aime pas côté SNCF parce qu'il y a, je sais pas, au moins 60 applications qui reçoivent un message disant voilà, ce train ne va pas circuler, les gares, les transporteurs, etc. Merci. J'avais une question sur tous votre dashboard d'hypervision, etc. Je ne connais pas du tout Datadog. À quel point c'est complexe de mettre en place ou est-ce que c'était facile d'utilisation, entre guillemets? Alors, si tu parles des dashboards que moi j'ai présentés... Ouais, les dashboards à la fin avec les graphes et tout. D'accord. Alors, pour réussir une hypervision, le plus important, c'est qu'il y ait déjà une supervision qui soit au bon niveau sur les applications. Une fois que les applications sont bien supervisées,
collecter soit les alertes, soit des monitors pour les agréger et construire des états de santé, dans Datadog, c'est pas très compliqué. Là, ce qui est compliqué dans ce type de projet, ça a été plutôt le travail de discovery. Donc, prendre les chaînes de services, prendre donc, par exemple l'information voyageur, et identifier tout ce qui est important pour un client, pour un utilisateur, pour pouvoir créer des monitors qui vont représenter ces choses-là. Un monitor que vous ne voyez pas là parce qu'on n'a pas réussi à le créer, par exemple sur l'information voyageur, c'est ce qu'on appelle la latence ou la durée que met un message pour aller de sa génération à sa distribution. Et ça, par exemple, c'est pas évident quand on se dit pour que l'information voyageur fonctionne, il faut juste que les IV puissent être envoyés. Mais quand on se pose la question de qu'est-ce qui est réellement attendu d'un utilisateur, de quelqu'un qui doit recevoir une IV, la recevoir au bon moment, c'est quelque chose de primordial. Et pour pouvoir construire ça, il faut que toutes les applications de la chaîne aient la bonne supervision, ou aient de l'APM, ou aient ce genre de choses. Par contre, une fois que les informations sont disponibles, après, c'est plus que... c'est facile à dire, moi j'aurais mes équipes de dev, elles me taperaient dessus si je dis ça, mais c'est plus que de la mise en page et une construction, quelque chose de graphique. Donc on l'a construit une première fois dans Datadog, on a fait un deuxième type de présentation, celui que je vous ai présenté, qui était au travers de Grafana. Et là, on fait maintenant un nouveau type de présentation au travers d'une page HTML, donc quelque chose qui est vraiment sorti de l'univers des outils d'observabilité, qui nous permet de vraiment créer avec la finesse souhaitée le design de ces dashboards-là. Merci. On a le temps pour une dernière question, si quelqu'un en a. Alors, on va vous remercier tous les trois. Merci encore d'être venus. Merci.